Bonsoir à tous et à toutes et merci d'être avec nous dans cette nouvelle production d'Impact sur Africa Renaissance Télévision, émission spéciale aujourd'hui consacrée aux prisonniers politiques. Dans quelles circonstances ont-ils été arrêtés? Pourquoi ont-ils été arrêtés? Et quel est l'état de leur procédure aujourd'hui? Un collectif a été mis sur pied pour suivre l'ensemble de leur procédure. Nous faisons le point dans le cadre de cette nouvelle production pour comprendre l'état de leurs arrestations, pour faire également un bilan complet et total sur ceux qui restent encore en prison aujourd'hui, les procédures et tout ce qui a émaillé leurs arrestations et bien d'autres. On en parle dans le cadre de cette production avec deux invités importants, tous membres du collectif Sylvain Swap. On commence par Maître Méli qui est avec nous. Bonsoir Maître, merci d'être là. Bonsoir Romaric, et bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. J'espère que vous avez bien choisi le sujet. En ces temps de campagne préélectorale, il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que les prisonniers politiques sont des oubliés de la résistance. Donc bonsoir et un salut à eux. Merci infiniment, Maître. Votre parole est rare. Votre parole est précieuse également. Vous ne parlez pas beaucoup, sauf quand on a l'habitude de vous voir, de faire des comptes rendus des différentes procédures des prisonniers politiques. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui, je n'aime pas trop les plateaux. Oui. Je décline beaucoup d'invitations sur les plateaux parce que je fais un travail assez difficile. Le travail de laboratoire. Oui. C'est pas un travail qu'il faut présenter publiquement lorsque c'est pas mieux. Donc ça c'est la raison pour laquelle j'évite beaucoup les plateaux pour préserver la confidentialité de mon laboratoire. Je précise que vous êtes porte-parole du collectif Sylvain Swap. Juste en face de vous, Maître Mekem, bonsoir. Afternoon. Merci d'être là. Thank you to you. Thank you for inviting us. Happy to be with you and greetings to the spectators of African Renaissance Television. Merci beaucoup, Maître. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être membre du collectif et de travailler tous les jours sur des procédures que beaucoup trouvent parfois très hermétiques et non pas notamment la technicité nécessaire pour comprendre comment les cas sont traités au quotidien? Qu'est-ce que ça fait de faire partie d'un collectif comme celui-là? Yeah, it's something very demanding, very hectic, very tedious. I will not lie to you. To be a member of a collective Sylvain Swap, you have to work 247. You have to reason 247. You have to fight for freedom 247. And you have to give yourself for liberties 247. There's no time to rest, no time to breathe. C'est un véritable travail de résilience. Yeah, et nous vous remercions pour cela. Alors, Maître Méli, depuis 2018, le mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses sympathisants ont été arrêtés, d'autres torturés, d'autres sont encore en prison jusqu'aujourd'hui. On va articuler cette émission autour de 4 arrêts majeurs. On parlera d'abord des arrestations, ensuite des procédures, et on parlera des cas de torture et des traitements carcéraux, et ensuite la situation actuelle. Plantons le décor déjà avec des arrestations. Est-ce que vous pouvez nous faire un point global et complet des arrestations depuis 2018 à aujourd'hui? Oui, de manière sommaire, on peut présenter la situation comme la suivante. En 2018, tout juste à partir du mois d'octobre, il y a des manifestations qui sont organisées pour contester le hold-up électoral. Et ces manifestations sont localisées dans le littoral, particulièrement à Douala, où ça fait une centaine d'arrestations. Ils sont poursuivis devant le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, et puis ça aboutit à un arrêt de poursuite. Je dois signaler que parmi les personnes qui sont arrêtées courant octobre-novembre 2018, il y a une figure, Maître Ndoki. Oui, que cela mobilise le collectif. Le collectif descend à Douala pour participer aux audiences, et à la fin, ça s'arrête par un arrêt de poursuite. Bon. En 2019, le 26 janvier, il y a la manifestation, la marche blanche du 26 janvier qui, elle, aboutit à des arrestations à Tchang, à Bafoussam, à Bafan, à Douala,
puis à Yaoundé. Donc, et toutes les personnes qui sont des victimes de ces arrestations arbitraires sont déportées à Yaoundé. Donc, ils sont chiffrés à plus de 210 personnes. Oui. Voilà. Et après les enquêtes militaires, d'abord GSO, Service central de recherche judiciaire, et je crois que le tribunal militaire place en détention provisoire presque 130 dans les prisons, les deux prisons de Yaoundé, la prison principale et la prison centrale de Konengi. Konengi, oui. Voilà. Ça, c'est le groupe qui sort le 5 octobre 2019, aussi par un arrêt de poursuite. De poursuite, oui. Donc, il y a un jugement qui est rendu le 5 octobre, un samedi. Nous, au collectif, nous sommes informés le 4 de ce qu'il y aura procès le 5. Nous nous réunissons et nous apprenons qu'il y a une décision d'arrêt de poursuite. Et nous nous rendons le 5, un samedi, au tribunal militaire de Yaoundé, ses anciens locaux. Et effectivement, les réquisitions du commissaire du gouvernement appellent à l'arrêt des poursuites et un jugement est rendu dans ce sens. Mais je dois signaler qu'en 2019, après la vague du 26 janvier, il y a des manifestations qui ont été organisées le 1er juin et le 8 juin. Oui. Voilà. Les manifestations du 1er juin aboutissent à l'arrestation du vice-président Mamadou Mota. Mamadou Yacouba Mota, oui. C'est Mamadou Mota. Donc, qui retrouve les autres à la prison centrale de Yaoundé Kondengi. Et les manifestations du 8 juin, c'est un souvenir que le collectif garde. Ce sont des manifestations qui ont été les plus réprimées. On a procédé à l'arrestation à Yaoundé de 57 militants du MRC. Et ces 57 militants ont été copieusement torturés. Et nous avons documenté ce phénomène. Ils ont été gardés au service central de recherche pendant 3 jours et tous les 57 sont sortis avec des égratignures et avec des traces visibles et voilà. Donc il y a un cas qui illustre toutes ces tortures, le cas de Alvin Choupou qui avait des blessures de la tête jusqu'à la plante de pied. Tout son corps était ensanglanté au 3e jour de sa sortie du 7. Donc, le groupe du 8, pendant que le collectif s'attend à ce qu'on les défère, on les libère nuitamment et la procédure s'achève comme ça. Je dois signaler qu'entre le mois de juin et le mois d'octobre 2019, il y a les émeutes de la prison de Konengi. Oui. La prison centrale de Konengi. Oui. Mois de juillet 2019. Et c'est là où il y a environ 35 militants du MRC qui sont déjà en prison, qui font l'objet d'une nouvelle arrestation, parmi lesquels Mamadou Mota et environ 130 incarcérés du fait de la crise anglophone. Donc, nous nous retrouvons avec environ 170 personnes, 170 personnes qui font l'objet des poursuites pour des manifestations à la prison. Et je dois avouer que le vice-président Mamadou Mota est découvert au 7 au service central de recherche judiciaire, tout nu, sans vêtements. Et Mamadou Mota, personne ne savait là où on l'avait amené. C'est Maître Tchenjou, Serge Emmanuel, qui est membre du collectif, qui le découvre à tout hasard au service central de recherche tout nu. Il n'avait aucun vêtement sur lui. Et c'est lui qui se chargera donc de lui trouver rapidement
de quoi s'habiller. Et c'est à ce moment que le collectif prend effectivement connaissance de sa situation, de son état de santé. Il avait une fracture. Il n'était pas présentable de toutes les façons. Donc, le procès s'ouvre au tribunal de première instance de Yaoundé et Kounou. Pendant l'audience, nous assistons à d'autres personnes, surtout les victimes de la crise anglophone, qui comparaissent également nus, en pleine audience. Ils sont nus. Ils sont nus. Donc, c'est la défense. Comment expliquer cela? Non, la défense crie au scandale et nous disons nous ne pouvons pas défendre des gens qui sont présentés à l'audience dans cet état. C'était fait exprès ou bien c'était... Moi, je ne peux pas savoir parce qu'ils sont entre les mains d'un personnel pénitentiaire. Et lorsqu'on se retrouve entre les mains d'un personnel pénitentiaire, il y a les mains de la ruse. C'est-à-dire le traitement carcéral doit être humain. Ça, je résume les mains de la ruse. Donc, il ne doit pas avoir de torture, il ne doit pas avoir de mauvais traitements, mais on ne peut pas comprendre comment au Cameroun, en 2019, on présente des individus qui sont sous main de justice sans habillement. Ça se passait au tribunal. C'est quand même grave ce que vous présentez, maître. Oui. Nous avions pris des prises de vue à l'époque. Même la situation de Mamadou Mouta qui comparaissait avec le plâtre et autres, tout ça, on a documenté. Je pense que c'est ce qu'il faut dire, c'est documenté. Donc, le président suspend donc l'audience et demande qu'on prenne des mesures pour que les prévenus comparaissent étant habillés. Oui, en situation au moins acceptable devant la justice. Donc, ça, la défense obtient ça, mais sauf que les peines sont prononcées et nous pourvoyons en appel. Et Mamadou Mouta sera qui a bénéficié des effets du jugement de non-poursuite du 5 octobre, reste en prison. Et il reste en prison parce qu'il est détenu pour des faits relatifs aux émeutes qui se sont passées en prison. En juillet, pendant son séjour carcéral. Donc, c'est plus tard que nous obtiendrons la libération de Mamadou Mouta. Et je dois préciser que le collectif, pour y parvenir, n'a pas défendu seulement les militants du MRC. Le collectif à la cour d'appel. Et c'était pendant la Covid. Donc, pendant la Covid, nous avons un rôle qui présente 162 prévenus appelants. 162 prévenus appelants. Et des mesures de restriction sont imposées tant par le Premier ministre que par le garde des Sceaux. Et ce ne sont pas les mêmes. Parce que la décision du Premier ministre dit une chose et la décision du garde des Sceaux dit autre chose. Donc, pendant ce procès, on fait le minimum, c'est-à-dire la procédure, le respect des droits de la défense est vraiment strictement minimal parce que la présidente de la Cour n'accepte pas que plus de 10 personnes viennent à la barre. Donc, c'est dans ce contexte que nous réussissons à obtenir la libération de Mamadou Mouta, qui, malgré quand je dis libération, il a été condamné à des peines déjà purgées. Et nous allons en cassation pour son cas. Alors ça, c'est la situation de 2019. Et le plat de résistance, c'est les marches du 22 septembre 2020. Les marches du 22 septembre 2020 nous font découvrir un autre phénomène judiciaire. Lequel? Il y a des gens qui sont des arrestations préventives. C'est-à-dire la marche est projetée au 22 septembre, mais avant le 22, à partir du 15. On commence les arrestations. Du 15 septembre, on a commencé des arrestations. On a procédé à des arrestations le 15. On a procédé aux arrestations le 17, on a procédé aux arrestations le 19, le 20, le 21. Donc, avant que les marches n'aient lieu. Le jour de la marche est prévu pour le 22. Mais
il y a déjà une cinquantaine de personnes à Yaoundé qui séjournent déjà au service central de recherche judiciaire. Voilà. Donc, sont déjà arrêtés pour les marches qui auront lieu. Et le gros, c'est la nuit du 21 au 22. Au 22, oui. Et dans ce groupe se retrouve le professeur Foguet, se retrouve Bibou Nissar, le porte-parole du président, qui a été assiégé à domicile, c'est-à-dire assigné à résidence. Son domicile a été encerclé. Il ne savait pas pourquoi il a encerclé. On l'empêchait de sortir. Et c'est dans la matinée du 22 septembre qu'il apprend que Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale a besoin de lui. Et que sortant de chez lui, il ne se retrouve plus à la délégation générale à la Sécurité nationale. Il se retrouve à la division provinciale de police judiciaire de Yaoundé. Et lorsque nous l'apprenons, nous courons rapidement l'assister là-bas. Alors, grosso modo, qu'est-ce qui se passe dans la soirée du 22 septembre? Dans la soirée du 22 septembre, le collectif note qu'il y a 28 unités de police et de gendarmerie qui ont été mis à contribution pour procéder à des arrestations. Les 28 unités de police judiciaire sont éparpillées sur l'étendue du territoire. Je commencerai par les moins importants. Donc, il y a des personnes qui sont arrêtées à Bertois, des personnes qui sont arrêtées à Kribi, à Mbanga, à Melon, à Konsamba, et à Tchan, à Bouddha, à Baham, à Banjoun, à Bafsam, à Bafan et à Bangate. Puis, le dos de Yaoundé, c'est le commissariat central numéro 1 qui regorge le plus grand nombre, service central de recherche qui regorge d'autres, le commissariat de Bastos qui détient un certain nombre, Mokolo qui détient, et je pense Mvombi, c'est le commissariat de c'est Yaoundé 4 ou Yaoundé 5. Non, c'est à autant pour moi, le commissariat de Kondongo. Le commissariat de Kondongo. Qui donc, au soir, le collectif, au vu de son déploiement sur le terrain, chiffre 593 arrestations. Au soir du 22. Au soir du 22. 593 arrestations. Plus tard, c'est-à-dire les jours suivants, il y a de nouvelles arrestations. Zamboué, Pascal est arrêté un mois plus tard. Et Awassoumé est arrêté aussi plus d'un mois plus tard. Donc, il y a d'autres cas qui interviennent après. Donc, le collectif a géré 593 arrestations au soir du 22. Précision étant faite que le domicile du président, Kamto, est il a été mis sous résidence surveillée. Encerclé par environ 200 éléments de police et de gendarmerie armés. Il ne peut pas sortir de chez lui. Il n'est pas autorisé à sortir de chez lui. Donc, voilà présenter la situation des arrestations. Et on entre dans des procédures d'enquête préliminaire qui se déroulent dans toutes ces unités. À un moment donné, on demande le transfèrement de certaines unités vers d'autres. Vers d'autres, et beaucoup plus le service central de recherche judiciaire. Ce qui fait que le gros est concentré plutôt au service central de recherche judiciaire. Alors, sur la question des procédures, avant qu'on y arrive, Maître Mekem, alors toutes ces arrestations, est-ce que quand vous suivez les cas de ces personnes, ce sont des personnes qui ont réellement marché? I have a particularity to say. There's a little point he forgot. In 2019, the equal people that were arrested in Yaoundé, that didn't go to the military court. That went instead to the court of first instance. Amongst which there was Ngalo, Anik and Tago. Ils étaient 25. Yeah, that there they even condemned them above what the law provides.
Yeah, but what I would say is not all those who were arrested particularly were those who really took part in the protest or in the march past. Yes. No. Some were arrested at their homes. Some were just people who were passing by. I have this young man, I think it was Chuchwa. Yeah, who? Chuchwa? Yeah. Roger, Chichwa Roger. I think, yeah. Il n'avait pas marché. No, he didn't. Some people were just in the market selling. And then I remember one state council who asked them that why were they obliged to pass by Fundi to go to Kame? Was it that? Yeah. Et c'est la raison pour laquelle on l'a arrêté. And he was condemned for that. I cannot remember the name. But Oui, that was, Chichwa, c'est Chichwa. I don't remember. But Il there was il this a guy- été condamné à 5 ans. there was this guy that was condemned because he was arrested and he explained that he was a student. Il était and- venu vendre les Tout à tomates. fait. Yeah, they asked him Marché. why did he go through? Why was he supposed to pass by the post Central to go to Mfundi? That he could not take any other way, and he was condemned for that. So it's just to say the arbitrary arrest was it was not particularly the militants of the Of Cameroon- MRC. Yeah, it was not particularly militants of Cameroon Resistance movement. There are many other people who just found themselves there. I will equally take the example of 2020 where we had COVID-19. There was this survival, Cameroon survival. Oui, survie Cameroun. Good. Oui, There's a time they were sharing this mask in Mokolo. tout à fait. And I was equally intervening on people who were arrested then because one is because he was called Kamto. Yeah, there's one guy that was arrested because his name was Landry Kamto. He was arrested for that. The other one because he wore a T-shirt that was written "Survival," and others. That was what happened then. Those guys were equally judged and sentenced on their own. We equally have another particular group of guys whom had equally nothing to do with there were these guys that came to assist the court session of the Ngale, Anik and others. They were arrested, amongst which we had Siewe, Wilfried Siewe, a German national, Tout à fait. just because he came to watch and take part in the court session. He was Son equally affaire avait arrested. fait grand bruit Yeah, d'ailleurs. he was equally arrested. They tortured him, they wounded him, and all that because they even found the book La Pensée, Urgence de la Urgence de la Urgence de Pensée, oui. Pensée in his house. Yeah. So it was one of the reasons why he was arrested and was tortured. So it just to put it that those who were always arrested were not always militants of the Cameroonians movement. First, secondly, you could be arrested just because they thought you are part of the group, and then you will be sued, you'll be prosecuted and sentenced for that. That is what happened for. Et sur le plan des procédures, maître, une fois que ces arrestations ont été faites, sur le plan des procédures, comment vous avez procédé? Comment vous avez mis sur pied les procédures pour les défendre? Qu'est-ce qui s'est passé dans les différents endroits où ils étaient arrêtés et aussi les tribunaux? Particularly, we organized ourselves in a group, as he was just as Matt Milley was saying. We first made sub teams to identify the police units and the gendarmerie post where they were arrested and detained. So when we did that, we tried to censor the number of those who were arrested. When we had the number of those who were arrested, we distributed the work. But the work was very tedious. Why? Tedious because for the same arrest, not everybody was brought before the military court. He talked of the eve of the 22nd of September. That is the 21st of September 2020. People were arrested at the entrance of the residence of Mr. Kamto. Professor Foge, who was among them, was sent to the military court, and the 7 others were sent to the normal court. So you see, for the same offenses, we're always finding ourselves dispatched in 2 groups or 3 groups. So we had people, and then you will see, we had people who were for the same facts, different offenses. Because when they were taken before the court of assistance, it was either rebellion or illegal manifestation. Oui. Now, but the others was during the before the military court was Revolution. Ouais. was Au tribunal militaire, revolution, oui. revolution, insurrection, Rébellion et autres. hostility against the nation, and then all the secession equally. Yeah,
all those who were taken. So it's the way I was saying that we had to put in place a brain trust and make teams to follow up those who were in the unit, to follow up those who were before different court sessions. That was the first thing. Then the second thing is, since the arrest of most, if not all of them, was illegal and arbitrary, we went for habeas corpus. I think we were close to more than 1,000 procedures of habeas corpus. Aujourd'hui, on est à 1770. That is it, 1,700 and... On est à 1770 procédures en habeas corpus. Yes, Depuis 2020. Depuis 2020. 70. Oui. 1770. And you guess what? All those appeals in habeas corpus, all those petitions were dismissed. None of them was admissible. All were dismissed. Comment expliquer ça, Maître Mélie? Oui, d'abord une précision. Oui. Lorsque on procède aux arrestations le 26 janvier, oui. Il y a un groupe de 25 qui est poursuivi devant le tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif. Dans ce groupe de 25 se trouve une dame qui n'est pas militante, qui sortait de l'hôpital central pour se faire injecter de l'insuline parce qu'elle est insulinodépendante. Elle est diabétique. Elle est dans le Tarsi et elle trouve un attroupement. Le Tarsi trouve un attroupement à la porte centrale. Elle dit qu'il ne continue pas parce qu'elle va vers Mimboman. Donc, on lui demande de descendre. Elle descend pour traverser et aller vers Montesquieu, reprendre un autre Tarsi pour s'en aller. Elle est arrêtée par la police et elle se retrouve dans le groupe. Insulinodépendante. Elle se retrouve, c'est Mépholucienne. Mépholucienne. I was looking for C'est son nom. Mépholucienne, c'est son nom. Donc, elle se retrouve dans cette nasse et elle ne s'en sortira pas. Et tout le groupe de 25 est condamné à 24 mois. À 24 mois de prison. Oui. 2 ans. Oui, pour manifestation illégale. Alors qu'elle a été arrêtée dans un taxi. Elle a été prise dans un taxi. Oui. Donc, ce que nous voulons mettre en exergue, ce n'est pas seulement le fait que cette femme qui est malade et qui n'a rien à voir avec les manifestations se retrouve impliquée, arrêtée et condamnée. Et condamnée, oui. Mais le juge prononce une peine illégale. Le maximum de la peine, c'est 6 mois. Mais nous n'avons jamais su ce qui s'est passé pour que le juge prononce une peine de 24 mois. Mais vous savez, M. Romaric, ce qui se passe? Non. C'est que nous faisons appel et les juges d'appel confirment. Les 24 mois. Les 24 mois. Les décisions sont là. Je suppose que pour vous, c'est un vrai scandale. Mais c'est un scandale. Ça veut dire que le juge s'est érigé en législateur, s'est érigé en juge, en juridiction, a adopté son texte et s'est mis à l'appliquer lui-même au cas qui se retrouvait devant lui. En cas de violation de la loi qui prévoit normalement 6 mois. Le collectif a déclenché une procédure disciplinaire contre lui. On a demandé au ministre de l'interpeller. Oui, de l'interpeller pour savoir d'où vient la peine de 24 mois qu'il a prononcée. Mais comme d'habitude, je pense que c'était un juge qui était membre de la justice parallèle et que jusqu'aujourd'hui, rien ne va lui arriver. Rien ne va lui arriver. Je dis ce juge. Pourquoi vous pensez que rien ne va lui arriver, Maître Parce que rien n'arrive à personne. Rien n'arrive à personne lorsqu'il y a ce genre de cas. Rien, tout n'arrive. Et on ne sait pas pourquoi. Il est couvert, selon vous? Je dis, je ne pense pas qu'il fasse partie du corps judiciaire normal. Bien que son nom figure dans les décrets qui le nomment et qui fait des décrets qui font de lui. Donc, le chef de juridiction. Bien que cela soit apparent comme ça, je pense qu'il appartient à un autre système. Alors, ça évoque un autre cas dans ce pan de procédure. Comment trouvez-vous les attitudes des magistrats devant lesquels vous allez plaider au quotidien? Comment trouvez-vous leur attitude par rapport au cas des prisonniers politiques du MRC? Vous savez,
Je prends le cas de M. Dzoumé Xavier, celui qu'on a arrêté au sorti de chez lui tout simplement parce qu'il avait une pancarte sur laquelle il avait écrit où sont les 500 sociétés que Ahidjo avait créées. Donc ça, il a arrêté c'est-à-dire il sortait pour aller à la marche. Oui. Il est déporté au 7. La photo qui sert de base des poursuites est prise dans le camp du 7. C'est-à-dire, lorsque vous prenez la photo, vous voyez qu'on a reconstitué les faits, on l'a présenté avec sa pancarte qu'il tenait, on a filmé, on a mis dans le dossier. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Dans ce cas, la police date les procès-verbaux d'audition au 19 septembre, alors qu'il est arrêté le 22. Le 22. Le collectif plaide la nullité de ce procès verbal. Vous connaissez la décision? Non. On explique au juge qu'on ne peut pas procéder à l'arrestation de quelqu'un le 22. Et les procès-verbaux d'audition datent du 19. Du 19, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On ne peut pas savoir. Oui. Donc, les juges ont tendance dans ces affaires à être le prolongement de la police. Les juges ont, dans ces affaires, à considérer la police comme leur patron. Et nous avons toujours dit que la magistrature n'est pas le prolongement de la police. Nous avons toujours soutenu cela. Qui apprécie l'activité de la police? C'est le magistrat. Mais si c'est inversé, et que celui qui doit dire le droit, ce n'est que le policier, et que la magistrature se contente de son rôle de valider ce qui s'est passé à la gendarmerie et ce qui s'est passé à la police, ce n'est plus la justice. Ce n'est plus la justice au sens des lois de la République. Ce n'est pas cette justice-là que les lois de la République décrivent. Oui. Donc, et c'est pour ça que, tout propos mesuré, nous estimons que les juges qui le font appartiennent à un système qui est parallèle au système judiciaire officiel. Parce qu'ils obéissent à d'autres normes et non aux lois de la République. Alors, donc, voilà ce que nous pouvons dire. Je voudrais bien compléter un peu ce que les propos de Maître Méli. Oui, effectivement. On a atteint un niveau où l'officier de police judiciaire ou bien ces centres ces unités d'enquête sont supérieurs à la justice dans nos dossiers. Clairement. Oui. Je dis mes propos et je soutiens. Quand on introduit nos requêtes en habeas corpus, la procédure prévoit que quand on a déposé, le parquet demande à celui qui détient la personne, le requérant, de le produire. Oui. C'est une obligation. Mais vous savez quoi? Et dans votre cas, qu'est-ce qui se passe? Non, ils n'ont jamais jamais produit des personnes qui étaient gardées dans ces unités. Je prends le cas de M. Bibou Nissak, de M. Fogué. Ils ne sont jamais présentés aux habeas corpus en instance. Oui. Tout simplement parce que les unités d'enquête qui les détenaient ont refusé de les produire. Voilà le premier cas. Le deuxième cas, je vous dirais que nous sommes arrivés à un stade où la justice elle-même s'est mise dans la fabrication des preuves. Le cas que Maître Méli a soulevé. Comment cela? Un seul. C'est un cas parmi tant d'autres. Un cas parmi tant d'autres. Il y a un autre cas où, celui du professeur Fogué, où le commissaire du gouvernement a expressément demandé au chef service central de recherche judiciaire de modifier les PV et de mettre d'autres dates et de mentionner que le professeur a refusé de signer. Nous entrons en possession de ces preuves quand on fait appel et quand on a le dossier d'appel. Donc vous imaginez que... Mais c'est quoi le but derrière? Pourquoi? Non, c'est condamné à tout prix. Parce que vous imaginez qu'un OPJ, parce que le parquet c'est le patron de l'OPJ, un OPJ qui avait déjà fini son travail, qui a transmis à son patron, le parquet, et que le parquet ne valide pas, lui demande de refaire le même travail, mais en y ajoutant d'autres éléments, en fait, en falsifiant, parce que les PV de l'OPJ sont, je vais dire, authentiques. Ce n'est que lui
qui peut confirmer ou infirmer ce qui est dans le PV. Mais maître, d'aucuns pourraient dire que ce que vous êtes en train de dire, vous extrapolez. Peut-être vous êtes en train de lutter essentiellement pour votre chapelle. Est-ce que ce que vous dites est appuyé sur des éléments factuels? Je maintiens ce que je dis parce que le dossier que nous avons aujourd'hui, c'est un dossier reproduit du tribunal militaire. Ça, c'est quand on a fait appel, qu'on est entré en possession du dossier. Parce qu'en instance, on n'a pas eu une copie du dossier. Je me rappelle quand c'était au cabinet d'instruction, nous avons demandé la copie du dossier sans pouvoir l'avoir. Je vais plus loin. Nous arrivons, la question sur ce que fait la justice, je pense qu'on est à un moment à craindre. Dans le cas de 2022, non, c'est 2020. 2020, je vous en prie. 2020, oui. Il y a eu un procès en absence des accusés. Parce que les accusés... Lequel? Quel procès exactement? Le procès des tribunaux militaires. Le procès des tribunaux militaires. Le mois de décembre 2021. Oui. 2021, où... décembre 2021. À cette audience, c'est l'audience de professeur Foguet, Biboun Isaac et... Toute la série. Toute la série. Ils ont été condamnés en leur absence? Je vais vous donner la précision. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que je suivais cette audience à distance. On avait d'abord suspendu le port de nos robes. Le 9 septembre. Le 9 septembre. Oui. Et nos clients ont écrit expressément au président du tribunal militaire, lui disant qu'ils ne veulent pas être jugés devant ce tribunal et qu'ils ne pourront pas venir à l'audience. Qu'est-ce qui s'est passé? Le tribunal militaire les a commis des avocats d'office en leur absence. Imaginez-vous. Et que ces avocats ont quand même réussi à plaider en l'absence de leurs clients. Ce qui est interdit par la loi. Ce qui est interdit par la loi. Et que le tribunal militaire a acté cette plaidoirie et acté cette absence et a réussi quand même à les condamner. C'est ces dossiers qui font l'objet de l'appel. Mais ça ne s'arrête pas là. Oui. Quand on arrive en appel, c'est toujours les actes du tribunal militaire produits qui disent que nos clients détenus à Koningui ont comparu devant le greffier en chef pour décharger leurs actes d'appel personnellement. Les mises en demeure. Les mises en demeure. Et n'ont pas produit leur mémoire. Oui. Je vais dire justice à tête chercheuse. Bien, on va penser que nous tirons la couverture de notre côté. Bien. Mais nous sommes à la Cour suprême aujourd'hui. Des décisions ont déjà été rendues, ce n'est plus un secret. Les dossiers sont disponibles au greffe. Oui. Si quelqu'un doute de ce que nous disons, la personne peut aller facilement prendre une copie du dossier. Tout à fait. Juste par une requête au greffier en chef pour avoir accès à tout ce que nous disons. Mais est-ce que finalement ça ne mène pas je ne veux pas dire exceptionnellement, mais est-ce que ça ne mène pas à d'autres types de tortures psychologiques pour ces prisonniers politiques? Parce que on a tout à l'heure, vous décriviez le cas de la torture subie par Mamadou Mota et bien d'autres prisonniers. Est-ce qu'il y a d'autres cas que vous avez recensés aujourd'hui? Est-ce que tous ces prisonniers ne sont pas psychologiquement touchés, Maître Méli? Oui, le collectif a répertorié toutes les formes de torture. Oui. C'est-à-dire les tortures psychologiques, les tortures morales et les tortures physiques. Dites-nous. Donc, nous avons répertorié et le collectif a promis publier un document là-dessus, qui n'est pas encore achevé. Ce document liste les victimes des tortures, liste les cas de torture et nous avons également pu lister la liste des tortionnaires. Donc, ce document n'est pas achevé, il ne peut pas encore être rendu public. Mais vous avez les noms et toutes les personnes qui ont intervenu? Oui, ça a été fait, ce travail a été fait par le collectif. Et dès que ce travail est achevé... Donc, tous ceux qui ont procédé aux arrestations, aux tortures... Nous avons documenté tout. Nous avons documenté tout. On a les noms, on sait qui a fait quoi. On sait qui a fait quoi et sur qui. Donc, là, le collectif a tout ce travail. Parlez-nous de ces cas de torture. Voilà. Donc, les cas de torture des militants, c'est les cas les plus visibles, ce que nous avons publié entre-temps. Vous voyez des personnes qui sont enchaînées sur des lits d'hôpitaux.
Et nous avons interpellé les responsables des centres, des centres médicaux pour dire est-ce que c'est ce traitement qu'il faut administrer aux malades. C'est-à-dire un malade se retrouve dans une salle de soins avec d'autres malades et lui, il est enchaîné. C'est-à-dire il est soigné, enchaîné. Je ne sais pas si le serment d'Hippocrate permet ces genres de pratiques, mais nous avons eu à observer, il y a Intifalia Oben qui est allé à l'hôpital, qui est dans la liste des 38 qui sont encore incarcérés, qui est allé à l'hôpital, au centre Jameau, plusieurs fois et a été enchaîné. Et lorsqu'il s'est senti un peu bien, il est sorti de l'hôpital. C'est à ce moment-là qu'on lui a enlevé les chaînes. Ça s'est répété 2 fois. Il y a d'autres cas à Douala. Il y a d'autres cas à Douala où on a trouvé des gens enchaînés à la Quintini. Ça, c'est les 2 centres. Les 2 centres qui sont répertoriés comme administrant des traitements inacceptables sur des prisonniers malades. Donc, ça, c'est quelques cas, quelques illustrations des tortures psychologiques et morales. Mais les tortures physiques, Mamadou Mouta a été victime a eu des fractures. Il n'est pas le seul. Il y a Kopa Denkou Patrick, États-Unis, qui a déjà au 3e AVC et qui sont des séquelles. Des actes de torture administrés au commissariat central numéro 1 de Yaoundé. Et le jour où on lui a administré des tortures, je me retrouve en train de le chercher avec mon ami Maître Sim. On arrive à l'hôpital de la police. Et on nous dit qu'il n'y a pas quelqu'un portant ce nom là-bas. Pourtant, il y était. Et tout ça, pourquoi ça? C'est que lorsqu'il y a cette forfaiture, lorsque les agents de police et de gendarmerie commettent ces genres de gaffes, mais c'est comme le bandit. Le voleur n'a pas besoin du 3e œil. Donc lorsque nous mettons à la recherche de ces personnes qui sont dans cet état, ils ne peuvent pas nous les présenter. Parce que c'est un 3e œil. C'est un 3e œil qui va être témoin. Donc, lorsque vous voyez des gardes à vue anormalement prolongés, 44 jours, comme ce fut le cas de ces prisonniers politiques, c'est parce qu'ils ont été mis dans un état où ils ne peuvent pas être présentés à la justice. Et il faut attendre que les blessures se consolident avant qu'on les défère. Donc c'est ça la pratique. Donc, ils ne sont pas accessibles aux familles, ils ne sont pas accessibles aux avocats, et même la justice ne peut pas donc avoir accès à eux. On ne comprend pas. Bon, les gens vont me dire qu'il y a des contrôles des parquets généraux, des parquets et autres. Mais je pense qu'en l'heure actuelle, à la gendarmerie, on s'en moque. Si on peut molester un avocat à la gendarmerie, si on peut demander à un avocat de se déchausser avant d'entrer à la gendarmerie, vous pensez qu'on facilitera la tâche à un procureur qui veut vraiment faire son travail? On risque de me l'appeler faux procureur et le mettre en tôle. Et ça se passe. Nous avons des exemples où un procureur de la République a voulu faire son travail au commissariat central et il s'est retrouvé en cellule parce qu'on l'appelait faux magistrat. Oui, c'est malheureusement le cas. Donc, voilà dans quelle ambiance ces dossiers sont donc suivis. Et je pense qu'à des moments, il y a même des choses bien. Il y a des choses bien parce que même à la prison, ce n'est pas facile pour eux. C'est pas facile pour eux. On a le souvenir de la femme de Bibou Nissak qui arrive en prison pour donner à manger et on lui dit que si elle ne donne pas 1000 francs, la nourriture ne va pas entrer. Oui, il y a des correspondances et des choses actées. Donc nous disons des choses que nous avons actées et interpeller le gouvernement là-dessus. On a d'autres cas qui sont actés et bien ça fait tout un livre. Ça fait vraiment tout un livre collectif. Et je pense que à un moment donné, le public sera informé
de tous ces cas, de toutes ces données. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous réalisons ce type de plateau, pour parler de ce genre de situation, afin que le public soit informé du travail que vous abattez derrière et des différentes procédures que vous suivez au quotidien. Alors, Maître Mekem, est-ce que quand vous côtoyez ces prisonniers politiques, vous avez le sentiment qu'ils ont un moral haut? Est-ce que vous avez le sentiment il n'y a pas un esprit revanchard, par exemple, vis-à-vis de tout ce qu'ils subissent? Ils ont le moral haut, mais alors très haut. Oui. Et comme ils aiment souvent dire, ils sont otages politiques. Ils ne sont pas des prisonniers. Donc ils se sont pris pour des otages politiques. À la prison, ils se sont donné des petits noms. Ils ont même, qu'est-ce que je vais dire? Ils ont même révolutionné la vie en prison. Parce que je me souviens, au temps de Mamadou Mota, le président Mamadou Mota, quand il était à la prison, il est allé au quartier 9, ça s'appelle le Kosovo, où les conditions de vie sont exécrables. Oui. Et là, il a créé une journée de corvée d'entretien. Oui. Avec les autres prisonniers, ils ont passé les journées à nettoyer. Donc, régulièrement, ils nettoyaient. Et ça a créé cette vie-là, même comme il n'est pas là. Quand on arrive régulièrement, on voit des prisonniers faire... La même pratique continue. Effectivement. Je vais parler du professeur Fogué, qui est un très grand footballeur. Il a son équipe. En prison? En prison, oui. Il a son équipe en prison. J'ai juste oublié son petit nom. Il a un petit nom que les autres prisonniers lui ont donné là-bas. Mais il y a un Ngale Annick. Il y a un Ngale Annick qui éduquait les jeunes enfants. Voilà. Il y a Ngale Annick. Oui. Je me souviens le jour où elle sortait de la prison, c'était les pleurs. Donc, les enfants qui se retrouvent à la prison et qui ont un manque d'éducation, très tôt les prisonniers politiques ont pris ça en charge, particulièrement Ngale Annick, qui donnait des enseignements à ses enfants, et que le jour où elle sortait de prison, c'était vraiment pathétique. C'était émouvant. Oui, c'était émouvant parce que les enfants elle partait comme ça, abandonnant ses enfants sans encadrement, et ils ne savaient plus exactement qui devait s'occuper de leur sort. Donc ça, ce sont des actes qui ont permis à nos prisonniers politiques de dire, comme ils aiment bien dire, travailler la prison, qui sont en train de travailler la prison de la dictature. Donc c'est ce qu'ils font. Donc ils occupent leur temps. Et j'ajouterais à ce que... On a Lounissa qui joue au tennis. Oui, il joue beaucoup au tennis. J'ajouterais au propos de mon confrère Maître Mekem, le fait qu'il y a des moments de dépression. Oui. Il y a quelques moments de dépression que nous observons, parce qu'on nous appelle souvent la nuit pour intervenir pour ces cas. Mais globalement, je pense qu'ils ont le moral, et je pense que c'est ce moral qui donne suffisamment d'énergie au collectif qui s'occupe d'eux. Oui. Parce que je pense que si le malade a plus de courage que le médecin, ce serait l'inverse. Donc, nous nous comportons comme des médecins qui sont conscients du fait que le patient est en train de suivre une bonne ligne psychologique, et que les soins qui sont administrés vont donc le soir. Alors, sur la situation actuelle, Maître, combien de militants sont encore en prison à ce jour, et à quel niveau se trouve la procédure? Donc, on est parti de 593, nous sommes aujourd'hui à 38. Déjà, sans vous interrompre, déjà s'il faut faire un ratio de toutes les personnes qui ont été arrêtées depuis 2018 à 2020, disons à aujourd'hui, on peut avoisiner quel chiffre, par exemple? Ratio? Oui. Des personnes arrêtées en termes de ratio, et autres, oui. Je suis à 892 cas recensés. Des personnes arrêtées depuis 2019. 19. Parce qu'il y a 2018. Je n'ai pas ajouté les 2018. Donc, je suis à 892 cas d'arrestation, y compris le président du MRC. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il figure dans la liste. Tout à fait. Oui, c'est 892. Personnes arrêtées. Arrêtées et justifiées à travers des procès-verbaux de police et de gendarmerie. Oui. Et des jugements ou bien des levées de coups. Oui. Donc, c'est justifié. D'accord. Je dis ça parce que nous subissons des harcèlements,
beaucoup de militants du MRC qui veulent à tout prix figurer sur cette liste, comme si c'était un trophée. Mais la seule preuve, je profite de votre plateau pour vous le signaler, la seule preuve pour que vous figurez sur cette liste, c'est que votre nom doit figurer sur un procès verbal de police et de gendarmerie, oui, sur un acte judiciaire, que ce soit du parquet ou des juridictions ou une levée de cours. Donc voilà les critères qui permettent que nous mettons les noms des individus sur ces listes. Alors une autre situation qui nous interpelle, lorsque nous réalisons par exemple des reportages sur le terrain, nous avons donné la parole à certaines personnes qui nous disent, qui ont remercié le MRC Point. C'est un suivi qu'ils ont eu notamment du côté de Douala lorsqu'ils ont été amenés à la PJ de Douala. Et certains qui nous expliquaient que quand elles ont été arrêtées, ces personnes, on leur demandait de quelle région est-ce qu'elles viennent, quel est leur nom et tout. Dans les procédures, est-ce que c'est normal? Est-ce que ce sont des questions qui devraient figurer dans les procédures, Maître Mélie? Monsieur Romaric, je pense que ça c'est une réalité lamentable de notre pratique judiciaire. Et je ne sais pas comment on pourra résoudre ce problème. Figurez-vous, ce n'est pas seulement les cas des militants du MRC ou bien les victimes d'arrestation. Oui. Lorsque vous vous amenez à la police ou à la gendarmerie, il y a une question rituelle. L'origine de votre tribu. Et à cette question s'ajoute une deuxième, de même nature. Vous êtes de quelle religion? Alors, pourquoi ces questions? Je ne sais pas. C'est une pratique que nous avons trouvée. Et je crois qu'il faut qu'on questionne cette pratique. Parce que ça choque. Ce n'est pas la justice, ou bien ce n'est pas la religion ou la tribu qui va en justice. Parce que figurez-vous, lorsqu'on parle des arrestations au faciès, c'est que il se trouve que sur la liste de 593 ou sur la liste des 38 qui restent en prison, on peut observer très facilement que c'est des gens d'une même origine ethnique. Or, la justice n'a pas besoin de ça. Et se répertorier dès le début. Vous êtes de quelle origine? Et je dis c'est une très mauvaise pratique. Parce que lorsque on te pose cette question, Romaric, tu te poses la question de savoir, l'OPJ qui pose la question, lui, il est de quelle origine? Lui, il ne te dit pas. Bon, à quoi ça sert dans des faits répréhensibles? À quoi ça sert pour qu'il y ait justice? Donc, si, parce que tu révèles l'origine de ta tribu, et que c'est noté à la police, et qu'on doit te juger en vertu de ça, vous voyez, on n'est plus dans la justice. On n'est plus dans la justice. Donc, je pense que si des gens, au cours de vos enquêtes, ont eu à signaler cela, c'est que c'est un problème. Mais nous, les juristes, nous disons, c'est une très mauvaise pratique. Et il faut annuler complètement cette pratique de notre système judiciaire. Vous partagez le même avis, Maître Mekem? Oui, je partage le même avis. Parce que il faut même aller plus loin. Il y a des situations, quand on parlait des arrestations tout à l'heure, il y a eu des arrestations aux facettes également. Des imaginations de la tribu qui ont permis aux arrestations. Il y a eu des employeurs, je prends le recteur de l'université, il y a un de deux qui a pris son enseignant parce qu'il a su que non, ça c'est un enseignant qui est de la région de l'Ouest et qui peut-être aurait docteur Diacho, et qui aurait peut-être des affinités avec le MSC, et l'a livré à la police. Il y a un autre qui est à Douala qui travaille. Stéphane, que son employeur l'a livré à la police, disant que voilà, militant, parce que celui-là était de la région de l'Ouest. Donc, c'est pour vous dire quoi? Si on reste dans ce cocon de tribalisation, que ce soit de la justice, que ce soit de la vie commune,
on ne pourra pas avoir une justice saine et équitable. Oui. Parce que je vous prends un exemple. Un magistrat qui a des préjugés par rapport à une tribu particulière, quand il a un PV d'enquête devant lui, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste impartial? Est-ce que, à la lecture de coutumes et religion, il prend déjà une décision parce que c'est sa conscience? Il se fait une conscience. Je vous laisse penser, peut-être décider. Mais la réalité, c'est que cette tribalisation systématique ne donne pas une justice équitable. Alors, sur le cas des prisonniers qui restent encore actuellement à la prison centrale de Koningui et d'autres à Douala, je pense, quelles sont les démarches que vous engagez au niveau du collectif pour peut-être que la peine soit annulée ou alors réduite pour qu'ils puissent rapidement sortir de prison? Est-ce que vous avez engagé des démarches dans ce sens? Oui, je vais commencer, Maître Méli va finir. Oui. Pour les 38, il ne faut pas faire comme si des 38 est un cas à part. Oui. C'est un processus du travail que nous avons commencé depuis. Tout à fait. Qui, aujourd'hui, de 593, nous sommes à 38. À 38, oui. D'accord. Donc, nous avons d'abord parlé tout à l'heure des procédures d'habeas corpus qui ont reçu les rejets systématiques. Tout à fait. Nous avons normalement plaidé les causes devant la cour d'appel. Je me souviens, il y a le cas de M. Kesso. Oui, le seul que nous avons libéré. On l'a libéré. C'est peut-être même le seul cas qu'on a libéré par une décision de justice. Nous avons formé pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel qui ont confirmé les peines d'instance. Nous avons également fait des requêtes au fond de main levée des mandats devant la Cour suprême. Les pourvois que nous avons formés, pour la majorité, tous les pourvois ont été admis, mais les requêtes jusqu'à aujourd'hui n'ont pas de suite. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, c'est ce qui est plus urgent. Parce que une requête au fond de main levée du mandat, c'est comme un accessoire qui favorise la mise en liberté, qui est le principe, bien sûr. Donc, avant d'examiner le pouvoir au fond, la Cour suprême devrait normalement examiner la procédure des requêtes sur les mandats. Oui. Mais, chose curieuse, les pouvoirs ont été admis, pourtant les requêtes n'ont pas encore connu de suite. Donc, il y a cela. Il y a également les requêtes que nous avons introduites devant la Cour suprême, si je ne me trompe pas, pour réexaminer la décision avant dit droit de la Cour d'appel. Jamais d'audience. Jamais connu d'audience. Donc, tout ceci, c'est pour vous dire que le travail n'est pas achevé, le travail est en continu, mais le gros du travail actuellement est à la Cour suprême. D'accord. Ce qui concerne des prisonniers politiques. Maître Méli. Oui, je dois ajouter que sur ce chemin de la justice parcouru par le collectif, nous observons tellement de choses amusantes. Ah oui. Nous obtenons la libération de M. Kesso Bevo Alexis à la cour d'appel. Avant le prononcé de la décision est rédigée. Tout juste au prononcé de la décision, nous levons les actes. Nous transmettons au parquet. Il fait 1 semaine de plus à la prison pour être libéré. Après qu'on ait tempêté. Mais vous savez ce que le juge d'habeas corpus fait? Non. Qui était saisi parallèlement. Il rejette. Oui. Il rejette la demande d'habeas corpus de Kesso Bevo Alexis, acquitté par la cour d'appel. Oui, ce juge l'a fait. Donc, Kesso Bevo, c'est l'un des cas qui illustre l'injustice de ces procédures. Puisque au tribunal militaire, dans tous ces procès, le ministère public, le commissaire du gouvernement, dit qu'il n'a pas les preuves. C'est écrit dans le jugement. Il dit qu'il n'a pas les preuves. C'est-à-dire, l'autorité de poursuite dit qu'il n'a aucune preuve pour poursuivre. Mais les juges condamnent. C'est pour ça que nous avons dit que dans ces affaires, certains juges ont signé des contrats et que les jugements ne sont que les conséquences d'exécution de ces contrats. Nous pesons bien nos mots. C'est-à-dire, lorsque vous prenez un jugement, le jugement reprend le fait que le ministère public, c'est-à-dire le commissaire du gouvernement, dit qu'il n'a pas de preuves. En vertu de quoi le juge doit condamner 7 ans, 6 ans, 5 ans. D'où sortent ces peines? C'est fondé sur quoi? Donc,
Voilà donc présenter la situation. Oui. À la Cour suprême, lorsque on épuise les procédures à la Cour d'appel, nous formulons sur la base de la décision de l'avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, oui. qui a déjà constaté l'illégalité et le caractère arbitraire des arrestations et de la détention, et même des condamnations. Parce que l'avis dit, les condamnations n'auraient jamais dû être prononcées. Et qu'il faut procéder à leur libération. Donc, après les habeas corpus perdus, après les recours en appel perdus, nous introduisons maintenant une demande de main levée des mandats à la Cour suprême. 38 requêtes sont déposées devant la Cour suprême le 24 juillet 2024. Donc bientôt 1 an. Ça attend. Ça attend quoi? On ne sait pas. Pourtant, lorsqu'il fallait libérer le colonel Etonde, écoutez. La requête n'a pas fait une semaine. Que la Cour s'est réunie, les sections réunies se sont réunies pour statuer sur son cas. Oui. Et on a procédé à la main levée de son mandat de détention. Mais quelle est cette justice-là? Pourquoi les Foguet, les autres, doivent attendre 1 an? C'est la question que nous nous posons. Et ça permet de secouer et de checker le système judiciaire. Oui. Alors, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Oui. Je ne sais pas s'il faut évaluer le travail des magistrats de la Cour suprême. Il faut chercher à savoir combien de rapports les conseillers de la Cour suprême rendent par an. Oui. Parce que ça traîne. Ce n'est pas seulement le cas de militants du MRC. Ça traîne, ça attend quoi? Qu'est-ce que ça attend? Avec les tonnes de pouvoir qui sont déférés à la Cour suprême pour censure. Qu'est-ce que ça attend? Est-ce que l'objectif n'est pas finalement de les maintenir en prison, de gagner du temps pour qu'ils puissent ne pas participer peut-être aux échéances électorales qui arrivent? Est-ce que ce n'est pas ça le but? Monsieur Omari, un magistrat qui est arrivé à la Cour suprême attend encore quoi? Pour ne pas dire le droit. Qu'est-ce qu'il attend? A-t-il peur que sa pension retraite ne sera pas payée? De quoi a-t-il peur? Et lorsque un magistrat arrive à la Cour suprême, au regard de son âge et des services déjà rendus, je pense que, et c'est pourquoi même on n'envoie pas les magistrats sortis de l'ENAM à la Cour suprême. On estime donc que c'est celui qui a pris du temps pour mûrir dans le système et qui peut se détacher de certaines choses et dire le droit. Oui. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça? Pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça? Vous avez le sentiment que la justice camerounaise est embrigadée entre les mains d'une seule personne? Voilà le cas d'une requête, de 36 requêtes qui sont déposées le 24 juillet 2024. Aucune seule n'a bougé? Aucune. Il n'y a pas de réquisition. Pourtant, lorsque vous prenez la composition du parquet général de la Cour suprême et du siège de la Cour suprême, ils sont nombreux. Oui. Ils sont nombreux. Pourquoi on ne traite pas les dossiers? On ne peut pas vous dire. Et c'est pour ça qu'au collectif, nous suspectons que certains magistrats doivent avoir signé des contrats ailleurs, qui seraient en train d'exécuter. Et qui n'ont rien à voir avec la justice normale. Exact. Alors, merci beaucoup, maître. C'est ici qu'on va sortir de cet entretien. Peut-être un dernier mot pour chacun, pour sortir de cette émission. Oui, je dirais tout simplement que le procès Foguet, Bibou Nissak, Zamboué Pascal et tous les autres n'ont pas de place à Kondengi. Monsieur Ngefak, qui est à la prison de Nouvelle à Douala, n'a pas de place à Newbel. Nous ne cesserons jamais de réclamer leur liberté. Et tout ce qu'il faut faire pour qu'ils soient libres, nous serons à mesure de le faire. Merci. Merci infiniment, Maître Méli. Alors, Maître Mekem, votre mot de fin? Yeah, I will particularly say that justice should be done, and justice should be seen to be done, because for
just having done a little protest or march past, you should not find yourself in prison for 7 years. A judge should not say this is a military offense. So what I'm calling is for justice to be done. Thank you. Merci beaucoup, Maître Mekem. Je rappelle que vous êtes membre du collectif Sylvain Swap et merci aussi à vous, Maître Mélie, porte-parole du collectif. Merci d'être venu. Merci, Romaric. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission spéciale d'Impact qui faisait un bilan complet sur la situation des prisonniers politiques au Cameroun. Émission naturellement que vous retrouverez sur toutes les plateformes d'Africa Renaissance Télévision et les plateformes YouTube, Facebook, Instagram et bien d'autres. Vous pouvez découvrir cette émission là-bas et beaucoup d'autres extraits qui seront certainement partagés par toutes les personnes qui nous suivent. Chapeau particulier à l'équipe technique qui a travaillé autour de cette émission, les deux Martial qui ont travaillé autour de ce programme. Nous vous disons merci infiniment et surtout continuez de suivre l'actualité sur Africa Renaissance Télévision, la télévision de la Renaissance africaine. Prenez soin de vous, on se retrouve bientôt avec le même plaisir. À très vite.